De nombreux enfants ont été enlevés et déportés de force. Nous accueillons maintenant des jeunes de toutes les régions de notre nation. Nous voulons ramener tous à la maison. Je veux que les enfants reviennent tant qu'ils sont encore des enfants. L'histoire se répète. La Russie déchaîne ce qu'on ne peut décrire que comme des horreurs cruelles dans certaines parties et de courtes parties de l'Ukraine occupée. Ces atrocités rappellent quelque chose que le monde entier pensait avoir laissé derrière lui au XXe siècle. À première vue, les actions de la Russie dans les villes ukrainiennes peuvent sembler être des progrès. Des promesses d'emploi, de logement et de renouveau sont faites. Mais derrière elles se cache un système suscitant des questions troublantes. Pourquoi des trains partent-ils vers l'Est, en direction de la Sibérie froide et gelée? Pourquoi signale-t-on des familles ukrainiennes séparées au point de contrôle? Pourquoi ce nouveau plan de Poutine rappelle-t-il tant ce que le monde pensait avoir oublié depuis des décennies? Pour comprendre ce qui se passe, il faut dépasser les slogans officiels et regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Dans les villes ukrainiennes occupées, la Russie a introduit le programme de développement de la Sibérie. Il s'agit d'un investissement annoncé de 700 milliards de roubles, soit environ 87 milliards de dollars américains, dans les territoires orientaux et sibériens de la Russie. Cette initiative est officiellement présentée comme un projet économique pour créer des pôles industriels, générer des emplois et revitaliser les régions éloignées. Sur le papier, cela ressemble à une initiative d'infrastructure tournée vers l'avenir et présentée comme volontaire. Mais en réalité, c'est autre chose. C'est la manière dont la Russie déporte les Ukrainiens en Sibérie, dans le but de repeupler ces régions abandonnées et de vider les villes ukrainiennes. Tout cela, c'est du marketing volontaire. Eh bien, quelque chose n'est pas vraiment facultatif quand il est presque impossible de refuser. N'est-ce pas? Des familles ukrainiennes sont envoyées dans des centres de transport, entassées dans des trains et déplacées au Westerplatte à des milliers de kilomètres de chez elles, qu'elles ont connues toute leur vie. Les discussions évoquent le mot des parents perdant leurs enfants au contrôle et des voisins disparaissant sans explication. Même des rues entières dans certaines villes sont maintenant vides, dépouillées des personnes qui y vivaient autrefois. Un événement plus terrible survient entre le point de contrôle et le train. La Russie a établi un réseau de au moins 40 centres de filtration actifs dans les oblasts de Donetsk et Zaporijia. Actuellement, les hommes sont isolés, interrogés, parfois battus, puis vérifiés dans les bases du service fédéral de sécurité. Les personnes jugées peu fiables disparaissent. Femmes et enfants attendent des jours sur des sols en béton dans des hangars. Une fois les papiers tamponnés, chaque famille reçoit une valise et est conduite au quai. Moscou parle de contrôle de sécurité, mais ceux qui l'ont vécu disent que c'est la nouvelle Loubianka, avec des wagons à bestiaux. Les responsables russes ne cessent de répéter qu'il s'agit d'une opportunité, mais plus on s'y penche, plus cela devient évident que cela n'aide pas du tout les régions éloignées. Il s'agit de déplacer les Ukrainiens hors de leur propre terre et de les installer au cœur de la Russie, où il est plus facile de les contrôler. Il a été révélé que Moscou fixe en réalité des quotas. Chaque district occupé reçoit un chiffre indiquant combien de familles doivent être, entre guillemets, traitées, combien d'enfants doivent être inscrits dans des écoles sibériennes, et combien de travailleurs doivent être envoyés pour combler leur pénurie de main-d'œuvre. Les administrations locales appliquent ces chiffres sans considérer la volonté des gens, sans négociation. Même pour les obéissants, la Sibérie n'est pas un nouveau départ. Les familles les découvrent dans des infrastructures délabrées, des hivers difficiles.
vécu. Aujourd'hui, la Russie reprend le même schéma, adapté à l'époque moderne. Noms et slogans ont changé, mais le système, lui, reste inchangé. La situation en Ukraine n'est pas seulement politique, c'est une arme qui change le déplacement en exil, la bureaucratie en contrainte et l'opportunité en contrôle. À travers l'histoire, cette conclusion semble inévitable. C'est le Goulag 20. Après le déplacement des gens, commence une nouvelle bataille, la lutte pour la culture. Le projet de russification en Ukraine occupée ne se limite pas à changer de drapeau ou à ajuster des lois. C'est une véritable campagne visant à effacer l'identité ukrainienne et à la remplacer par une identité russe. Les outils sont simples mais puissants. Passeport, contrôle des biens, nouveau système scolaire et déplacement de population, tout agissant comme une machine. Après les déportations et relocalisations forcées, la russification suit. Ce n'est pas une dérive culturelle ni un accident, mais un plan pour transformer les zones occupées en partie de la Russie. La logique derrière cela est très directe. Si vous pouvez remodeler la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes, alors vous pouvez contrôler tout le reste de leurs actions. Médopole illustre la réalité. Pour survivre, il faut être russe sur le papier. Sans passeport russe, il est impossible d'accéder aux soins, de travailler ou de protéger sa maison. Les responsables de l'occupation utilisent comme les lois sur les biens abandonnés pour saisir des appartements, même lorsque les gens ont fui pour sauver leur vie. À leur retour, les familles découvrent des inconnus dans leur maison. Beaucoup de nouveaux arrivants sont venus de Russie avec des prêts bon marché, des aides à la réinstallation et des promesses de stabilité. Les écoles de la ville ont substitué l'histoire et la langue ukrainienne par des récits russes, des cours patriotiques et des clubs militaires pour jeunes. Chaque jour, les gens se rappellent que rester, c'est devenir quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi. La Crimée est l'exemple le plus clair de la façon dont les populations sont remodelées. Depuis l'annexion par la Russie en 2014, des centaines de milliers de Russes s'y sont installés, changeant la démographie quasiment du jour au lendemain. Les Tatars de Crimée, opposés à l'occupation, ont été expulsés sous pression, arrestation et peur. Les citoyens russes ont reçu des prêts d'État, des primes et des offres d'emploi pour s'y installer. Moscou appelle cela du développement. C'est un remplacement méthodique d'une population par une autre, avec les passeports au centre du système, à Médopole et ailleurs dans les villes occupées. Les habitants sont privés de droits sans passeport russe, pas d'accès aux hôpitaux, ni de droits sur leurs biens, ou de droit de rester chez eux. Cela rappelle le système soviétique, où les passeports internes déterminaient votre lieu de vie, de travail et de voyage. La version moderne conserve l'idée, mais avec une autre couverture. Ce document est à la fois une bouée et un piège. Vous l'acceptez pour survivre, puis la Russie vous compte comme citoyen, et s'en sert pour tout justifier. Les écoles sont une autre cible majeure. Les livres et cours ukrainiens ont été supprimés, les enfants apprennent désormais le russe, son histoire et l'idéologie patriotique. La jeune armée engage les adolescents dans des entraînements militaires et de fidélisation. La Russie a investi des milliards dans l'éducation patriotique, dont une grande partie va maintenant aux écoles et territoires occupés. Les enfants sont emmenés visiter des villes et musées russes, et on leur affirme que c'est leur vraie patrie. Le but est clair. Refaçonner l'identité très tôt pour éliminer toute résistance. Plus tard, sans les enfants, on pourrait penser que la Russie propose juste des vacances gratuites. À Donetsk cet été, les responsables de l'occupation ont affirmé avoir envoyé 20 000 enfants dans des camps en Crimée russe. Ces programmes d'été proposaient des exercices patriotiques et des leçons d'histoire ignorant commodément l'existence de l'Ukraine. Les analystes doutent de la brochure. Ils parlent de déportation et de volte-face, préparant la prochaine génération à saluer Moscou avant de connaître Kiev. Les parents reçoivent des cartes postales, tandis que les enfants acquièrent une nouvelle vision du monde, un feu de camp et une chanson à la fois. Et ça, ce n'est que la version douce. En plus de ces camps, la Russie a déplacé discrètement au moins 6 000 enfants ukrainiens, voire jusqu'à 30 000 selon certains, vers des orphelinats et familles d'accueil russes. Les tribunaux des territoires occupés retirent la garde sur des accusations inventées, délivrent des certificats de naissance russes, puis les enfants disparaissent à Moscou, Novosibirsk ou Tyumen. Poutine a signé en 2022 un décret rendant ces adoptions irréversibles. Des parents déportés en Sibérie découvrent après quelques jours que leur enfant est légalement devenu celui d'une famille russe. Ce n'est pas de la rééducation, mais un enlèvement orchestré par l'État sous couvert de charité. Malgré cela, quelques milliers d'Ukrainiens ont réussi à s'échapper de Sibérie et à atteindre un endroit sûr. Pourtant, leurs histoires n'ont jamais changé. Pas de vrais emplois en Sibérie, seulement des salaires et des coupons. Les enfants étaient envoyés en internat si les parents manquaient un service, et le service fédéral de sécurité venait chaque semaine. Un homme de Kherson en a été averti. Tu es libre de quitter la Sibérie à tout moment. Il suffit de marcher les 4000 km. Tous les rapatriés disent la même chose. Le plan n'a jamais été de construire quoi que ce soit. C'était de s'assurer que personne ne rentre jamais chez lui.
L'économie est aussi une arme. À Médopole, des milliers de maisons ont été saisies car les propriétaires ne peuvent prouver leurs droits selon la loi russe. Après saisie, ces maisons sont données à des Russes bénéficiant de prêts ou subventions pour y vivre. Il ne s'agit pas que d'immobilier, mais de remodeler la carte humaine de la ville. En remplissant les quartiers de colons russes et en repoussant les Ukrainiens, l'occupation devient plus difficile à inverser. La militarisation augmente la pression. La Russie prend des terres et des personnes. En Crimée et dans le Donbass, plus de 46 000 hommes ont été enrôlés depuis 2022. Dans l'ensemble des zones occupées, le nombre atteint des centaines de milliers. Des villages entiers ont perdu la plupart de leurs hommes. Des rues qui autrefois comptaient des pères, des frères et des fils semblent désormais vides et silencieuses. La conscription exclut les plus susceptibles de résister, puis intègre ces hommes dans la machine. À subvenir seuls aux besoins familiaux. Beaucoup d'hommes mobilisés ne reviennent pas. Des milliers de Criméens sont morts, d'autres disparus ou captifs. La militarisation n'est pas secondaire, c'est un outil d'effacement. En déportant les hommes ukrainiens, la Russie supprime la résistance et impose son contrôle sur les régions occupées. C'est la russification, avec des uniformes et des fusils. La Crimée reste le modèle de la façon dont la Russie veut remodeler tous les territoires occupés. Après l'annexion, fonctionnaires, policiers, juges et colons russes sont arrivés par vagues. Avec le temps, la région a changé. Propriétés, écoles, culture et rues semblaient plus russes que criméennes. Au fil du temps, l'annexion initiale est devenue une colonisation. Aujourd'hui, les mêmes étapes sont utilisées à Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. La culture elle-même est reconstruite pour s'adapter au récit de Moscou. Les médias russes remplacent les informations ukrainiennes. Concerts patriotiques, défilés et fresques murales célèbrent l'armée russe, tandis que les symboles ukrainiens disparaissent soudainement à Metopola. Les gens disent qu'ils surveillent leurs paroles car quelqu'un écoute toujours. Des influenceurs sont engagés sur les réseaux pour promouvoir la reconstruction de la Russie et faire croire que tout va bien. La russification est importante parce qu'il ne s'agit pas seulement de culture, c'est une attaque contre l'identité. Si les enfants parlent russe, apprennent l'histoire russe et ont des passeports russes, Moscou pense qu'ils ne se verront plus comme ukrainiens. La russification s'accompagne de déportations, confiscations et conscriptions forcées. Tout cela contribue à briser les communautés et à façonner l'avenir. Ce qui se passe en Ukraine occupée n'est pas seulement une reconstruction ou un déplacement de population. C'est une guerre qui vise l'identité elle-même. Le programme sibérien déplace des familles vers l'Est, et la russification change ce qui reste. Il ressuscite d'anciennes méthodes soviétiques sous une forme moderne. Le système du goulag brisait autrefois les gens par l'exil et le travail.
La russification les brise par l'assimilation et le contrôle. Le résultat est difficile à ignorer. La Russie ne cherche pas seulement à garder le territoire ukrainien, elle veut effacer l'Ukraine. Relier tous les éléments. La stratégie de la Russie en Ukraine occupée suit un schéma précis. Ce n'est pas une supposition. Le Kremlin a souvent employé cette méthode pour remodeler des territoires, affaiblir l'opposition et rendre les populations dépendantes de Moscou. Une fois dépendant, il est bien plus difficile de s'en libérer. Chaque région occupée s'intègre à un plan plus large, modifiant la population, la langue enseignée aux enfants et les lois locales. La Russie construit un système qui redirige lentement la loyauté vers le Kremlin. Ce système fonctionne comme une machine où chaque partie alimente la suivante, la déportation venant souvent en premier. Les familles sont arrachées à leur foyer, brisant les communautés capables de résister, une fois dispersées. La russification s'installe. Passeport russe et enseignement de l'histoire, littérature russe remplacent tout ukrainien. Les règles de propriété changent pour récompenser ceux qui acceptent les lois de Moscou. Les médias contrôlés inondent la vie quotidienne de récits russes. Privés de leur culture et d'information, les gens sont plus facilement influençables, ce qui favorise la conscription. Les hommes qui restent dans les territoires occupés sont poussés dans l'armée russe. Pris au piège dans un système où refuser d'obéir peut signifier la prison. Beaucoup sont forcés de se battre loin de chez eux, portant l'uniforme d'un pays qui leur a tout pris. Ces mesures sont liées. Les familles envoyées en Sibérie reviennent rarement. Les enfants du système scolaire russe grandissent déconnectés de leur héritage. Les hommes enrôlés dans l'armée finissent par se battre pour l'État qui a effacé leurs droits. Quand tous ces rouages s'activent ensemble, ils écrasent l'identité ukrainienne et renforcent le contrôle de Moscou. Ces actions sont cruelles et violant le droit international. Les transferts forcés, l'octroi imposé de la citoyenneté et le recrutement des populations occupées sont des crimes de guerre. Le schéma est identique en Crimée, Donbass, Mariupol et toutes les zones occupées. Moscou fixe des quotas, les responsables locaux les appliquent. Les biens sont saisis aux familles, qui fuient ou refusent les passeports russes. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est une politique structurée appliquée par les agences gouvernementales et les services de sécurité. Le monde voit cela se produire, mais les réactions diffèrent. Certaines nations dénoncent dans le beau sens ces actes, comme des violations flagrantes des conventions de Genève, tandis que d'autres hésitent, craignant des tensions avec Moscou ou distraites par leurs propres problèmes. Les témoignages familiaux et les registres montrent que des groupes d'âge entiers ont été enrôlés dans l'armée russe. Les tribunaux internationaux collectent des preuves et les organisations non gouvernementales des droits humains surveillant chaque cas. La demande de responsabilité s'intensifie. Au centre du système se trouve la Sibérie, un lieu marqué par une longue et sombre histoire depuis des siècles. L'Empire russe y envoyait les indésirables. Aujourd'hui, l'objectif reste le même. Des familles arrachées à l'Ukraine vivent à des milliers de kilomètres, confrontées au froid, à l'éloignement et à une forte dépendance à l'État. On les envoie là-bas, non par opportunité, mais pour les isoler et les contrôler. Les gens sont envoyés si loin qu'ils ne peuvent donc presque pas revenir, et l'aspect économique, plus froid, échappe souvent à la plupart. La Sibérie n'est pas qu'un exil pour les Ukrainiens, c'est aussi le centre vital du pétrole et du gaz russe. Ces travailleurs déportés sont envoyés dans les champs arctiques, et les projets de pipeline qui alimentent le trésor de guerre. Chaque baril extrait par des Ukrainiens forcés défie les sanctions, et finit dans des raffineries chinoises ou indiennes. Vider l'est de l'Ukraine pour y installer des colons russes repousse la frontière de l'OTAN de plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest. Les victoires démographiques actuelles deviennent demain des problèmes militaires durables pour la Pologne, la Roumanie et les pays baltes. La Russie qualifie cela d'administration ou de développement normal. La vérité est plus sombre et bien plus lucrative. Ces 700 milliards de roubles ne vont pas aux familles ukrainiennes ni à de rutilantes nouvelles villes sibériennes. Les contrats pour usines, routes et immeubles à moitié vides ont été attribués aux cercles proches de Poutine, dont Rothenberg et Timchenko, déjà responsables du pont de Crimée et du palais sur la mer Noire. Ils encaissent les chèques d'avance, tandis que les villes restent désertes parce que les volontaires n'ont jamais voulu venir. Les appartements saisis à Médopole et Mélitopol sont attribués à des officiers russes et loyalistes pour 10 centimes par dollar. La guerre ne détruit pas seulement une nation. C'est aussi le plus grand système d'enrichissement interne depuis les années 1990, déguisé en patriotisme. Le vol devient encore plus absurde quand on regarde ce qu'il gère réellement. Les usines sidérurgiques de Métapole dépendaient autrefois des ingénieurs et métallurgistes ukrainiens. La plupart sont partis, au combat, déportés ou cachés. La Russie fait venir une main-d'œuvre bon marché des provinces russes défavorisées d'Asie centrale, qui n'ont jamais utilisé de hauts fourneaux modernes. La production à Azovstal et Tarlich a chuté de 70%. Mais Moscou parle toujours d'industrie restaurée. À terme, il transforme des terres industrialisées parmi les plus fertiles d'Europe en une périphérie ruinée et loyale de Monotown.
En réalité, toute cette stratégie vise à effacer un peuple et à le remplacer par un autre. C'est ainsi que le Kremlin redessine les frontières. Sans le dire, tant que cette machine tourne, le message est simple. Ce qui se passe en Ukraine occupée n'est pas seulement une guerre, c'est un plan de domination mis en œuvre à travers des vies ordinaires, une étape forcée après l'autre. Que se passe-t-il après ? Si rien n'interrompt le système, les conséquences surviendront lentement, par vagues successives. À court terme, le système ne ralentit pas, il se propage. Ces premières vagues de déportation continuent de croître, et ce qui semblait autrefois choquant commence à paraître presque routinier. Les familles sont déplacées vers l'Est avec peu de résistance non par choix, mais parce que ce processus s'impose au quotidien. En même temps, la conscription devient plus lourde. Les hommes dans les villes occupées sont poussés à prendre des passeports russes, et une fois qu'ils signent, la mobilisation arrive rapidement. Quelques cas isolés deviennent un flux constant, déchirant des communautés et laissant des familles survivre sans leur voix principale. Attendez un peu, la situation à moyen terme s'éclaircit. Des colons russes s'installent dans des maisons saisies, ou de nouveaux immeubles construits par l'État. Peu à peu, la démographie change. Les rues qui reflétaient autrefois la vie ukrainienne commencent à changer d'apparence et de sonorité. Les écoles, tribunaux et administrations locales russes se remplissent de fonctionnaires loyaux à Moscou. De nouvelles règles et de la paperasse s'imposent, rendant tout retour en arrière plus ardu. Ce qui devait être un contrôle temporaire commence à sembler permanent, comme si l'occupation s'enracinait profondément dans le sol. Sans perturbation, les conséquences à long terme sont sombres. Des générations entières pourraient grandir loin de chez elles, coupées de leur histoire et de leur identité. Les lignes de front peuvent se figer, devenant des lieux où les combats persistent et où la paix n'arrive jamais. L'identité nationale évolue quand des enfants élevés dans les systèmes russes ne se voient plus du tout comme ukrainiens. Avec le temps, la culture disparaît, l'identité change, et la carte évolue sans annonce officielle. Mais ne vous méprenez pas, il existe des moyens réels de ralentir ce système, même si la situation est grave. Arrêter cette machine demande plus que des discours, cela commence par révéler ce qui se passe. Plus les preuves s'accumulent, plus Moscou a du mal à se cacher derrière des excuses. Des sanctions visant non seulement l'État, mais aussi les responsables qui dirigent le système, peuvent ralentir les choses. Les tribunaux internationaux accroissent le risque pour ceux qui appliquent ces politiques. Une pression accrue des alliés, politiques et économiques, rend la machine plus coûteuse à gérer. Aucune de ces réponses n'est facile, mais ensemble, elles peuvent briser le cycle avant qu'il ne se verrouille. Ce qui se passe à l'intérieur des zones occupées compte tout autant. Un enseignant poursuivant les cours d'ukrainien dans le calme, une famille préservant sa langue et ses traditions, des voisins s'entraidant face aux relocalisations. Ces gestes constants fissurent le système, ralentissent le remplacement culturel et protègent l'identité là où toute résistance ouverte serait écrasée. Chaque geste de préservation dit une chose simple. On peut déplacer des gens, mais on ne peut pas réécrire qu'ils sont du jour au lendemain. Le danger réel survient sans aucune résistance. Les familles pourraient ne jamais revenir, les enfants grandir sans souvenir de leur terre natale, et les villes changer à tel point qu'elles ne ressembleraient plus à ce qu'elles étaient. Le coût personnel et politique dépasserait largement cette génération. L'histoire a souvent prouvé que l'exposition, la responsabilité et la résistance locale peuvent affaiblir ou forcer à changer des systèmes basés sur le contrôle et la peur. C'est pourquoi cela ne peut pas être ignoré. La russification et la conscription ne sont pas des actions aléatoires. Elles forment une structure unique qui façonne la vie quotidienne, réécrit la culture et consolide un contrôle à long terme. Chaque partie soutient l'autre, chaque étape fait avancer la machine. Le monde ne peut rester en marge. La visibilité, la pression et la responsabilité comptent. Et les personnes qui résistent discrètement sur le terrain ont besoin de soutien, car elles sont les dernières lignes qui maintiennent l'identité en vie. Si ces politiques ne sont pas contestées, les dégâts résonneront pendant des générations. En affrontant la vérité et en agissant, il reste temps de protéger les communautés, préserver le patrimoine et défendre des vies réécrites chaque jour. La situation en Ukraine est à la fois un avertissement et un appel à agir. L'histoire ne se répète pas seulement, elle est utilisée comme une arme en temps réel. Les choix actuels décideront si les enfants grandissant sous ces politiques hériteront de la peur et du déracinement, ou la chance de retrouver leur identité, leur culture et leur place dans le monde. Le temps presse, et l'attention mondiale est la première ligne de défense. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé, YouTube démonétise ou restreint souvent nos vidéos.
La semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent en essayant de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Business Basics. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front, ni les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En outre, vous soutenez notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.